Alors je vais commencer par vous parler de philosophie et pas d'économie. Je viendrai à l'économie après. Alors vous avez cité Aristote, moi je vais citer un autre philosophe qui s'appelle Platon, qui a écrit un livre qui a marqué toute la pensée occidentale, un livre qui s'appelle Le Politique, donc on est à peu près en 370 avant Jésus-Christ. Et dans ce livre, Platon introduit la notion de juste milieu. Alors il n'appelle pas ça le juste milieu, il appelle ça la tempérance, mais l'idée est à peu près la même. Platon définit 4 vertus cardinales. Alors des vertus cardinales, ce sont des vertus qui doivent servir de soubassement aux autres. Un cardo en latin, ça veut dire le gond, et donc ce sont des vertus autour desquelles doivent s'articuler les autres. Et donc il y a chez Platon 4 vertus cardinales qui sont les suivantes: le courage, la tempérance, la prudence et la tempérance. Et d'ailleurs, ce sont des vertus cardinales, au fond, que vous allez retrouver non seulement chez tous les philosophes grecs, et Aristote, en effet, va les reprendre, mais chez les philosophes romains aussi. Cicéron va reprendre ça, et puis les grands auteurs chrétiens, toute la chrétienté va reprendre ces 4 vertus cardinales. Et ce qui est très intéressant, et ce qui m'intéresse moi en tant qu'économiste, c'est que le livre de Platon s'appelle bien Le Politique. C'est-à-dire que Platon définit ces vertus parce que pour lui, ce sont les vertus qui sont nécessaires à la conduite de l'action publique. Alors vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Le courage, il y a beaucoup de gens courageux dans l'action publique, mais parfois peut-être on manque aussi un petit peu de courage, ça peut arriver. La justice, alors la justice c'est un idéal après lequel on court, mais ce n'est pas forcément toujours facile à définir, et puis il y a des définitions différentes de la justice. La prudence, ça par contre je pense que c'est une vertu qu'on retrouve assez régulièrement, plus couramment en tout cas que le courage par exemple. Et la tempérance, c'est très intéressant parce que la tempérance, c'est aujourd'hui très difficile en réalité de faire vivre cette vertu. C'est très difficile quand vous faites de la politique. Alors moi je ne suis pas dans l'action politique, je suis dans l'analyse, mais même quand vous participez au débat public, cette question de la tempérance, avoir au fond un discours qui soit un discours mesuré, comme vous l'avez dit, qui soit un discours nuancé, c'est devenu de plus en plus difficile. Alors qu'est-ce que ça veut dire de façon très concrète, avoir un discours nuancé? À quoi elle se rattache en termes de politique économique, cette idée de tempérance? Eh bien, c'est assez simple, elle se rattache à l'idée de régulation. Et la régulation, qui s'oppose donc à la liberté totale d'un côté, comme à l'interdiction totale de l'autre, cette idée de régulation, c'est donc une idée, je ne sais pas si elle est du juste milieu, mais enfin, en tout cas, c'est une idée nuancée, qui à mon avis est l'idée la plus juste, et on n'en a jamais eu autant besoin aujourd'hui parce que les mutations technologiques et économiques que nous traversons, ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle, c'est-à-dire la convergence de 3 grands types de technologies, les technologies du numérique, les technologies de la robotique et les technologies de l'intelligence artificielle, eh bien cette 3e révolution industrielle, elle est en train de changer la technologie, l'économie, notre organisation sociale, et donc elle nécessite des régulations. Je vais vous donner un exemple très concret, très précis, pour me faire comprendre encore mieux. Comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, je voyage beaucoup. Et quand je voyage un peu loin, dans un pays que je connais mal, j'aime bien aller rendre visite au maire de la ville dans laquelle je réside. Et ces dernières années, à chaque fois, alors évidemment, les gens savent que je suis économiste, c'est la façon dont je me présente, mais à chaque fois, dans 90% des cas, que je me trouve à Berlin, à Los Angeles ou au Caire, j'en sais rien, ou à Rabat, on me dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec Airbnb? Parce que Airbnb, on me dit d'un côté, c'est formidable, parce que c'est de l'hébergement touristique, et donc il faut développer Airbnb. Et de l'autre, c'est un immense problème, parce que ce sont des surfaces qui sont des logements en moins. Parce que ce qui devient une résidence touristique n'est plus un logement. Or, on a besoin de davantage de logements. Et donc, qu'est-ce que je dois faire en tant que maire? Parce que d'un côté, je dois encourager Airbnb, et de l'autre, je dois décourager Airbnb. Sans quoi, vous voyez que l'action politique est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque vous faites face en permanence à des injonctions contradictoires. L'opinion publique vous demande, je ne dis pas ça du tout pour dédouaner les politiques, mais enfin quand même un petit peu, l'opinion publique vous demande toujours de faire des choses qui sont absolument contradictoires entre elles. Raison d'ailleurs pour laquelle, dès que vous êtes dans l'action publique, vous devenez impopulaire. Vous devenez forcément impopulaire, puisque vous prenez forcément des décisions qui heurtent un certain nombre d'intérêts. Alors,
évidemment, si je reprends mon exemple d'Airbnb, la solution à ça, c'est pas de laisser faire. Parce que quand on dit que ça prend des surfaces de logement, c'est juste. Et en même temps, la solution, c'est pas d'interdire. Parce qu'il y a des endroits, y compris dans Paris, où on a besoin d'avoir davantage d'hébergements touristiques. Et donc la solution, c'est de trouver des régulations qui sont un peu complexes, qui sont un peu fines. Et vous voyez, ce type d'idée, c'est très difficile aujourd'hui à faire passer dans le débat public. Et ça m'inquiète beaucoup. En réalité, c'est ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, j'y reviendrai dans un instant, ce n'est pas l'évolution des technologies, ce n'est pas l'évolution du travail, ce n'est pas l'évolution des grands enjeux géopolitiques qui, bien évidemment, peuvent sembler anxiogènes, mais ce n'est pas ça, au fond. Le fond du sujet, c'est que dans le débat public, il est de plus en plus difficile de tenir des positions qui sont des positions nuancées, à l'image de l'exemple que je viens de prendre avec Airbnb. Et s'il est difficile, s'il est de plus en plus difficile de prendre des positions qui sont nuancées, c'est pour deux raisons. Deux raisons qui, me semble-t-il, sont assez bien documentées, et là je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, contre lesquelles, je pense, il faut absolument lutter. Ce sont les deux grands enjeux de notre civilisation, mais qui en même temps peuvent vraiment, je pense, détruire notre civilisation. La civilisation occidentale, elle est menacée d'une part, et je vais m'attarder quelques instants sur chacun de ces deux phénomènes parce que c'est très important, mais notre civilisation, elle est menacée d'une part par le phénomène des fake news, tout ce que l'on appelle la post-vérité, j'y viens dans quelques instants, et elle est menacée par le fait qu'elle est dominée par la peur. Ce qui domine aujourd'hui les sociétés développées, les sociétés occidentales, mais même les sociétés développées en général, c'est le sentiment de peur. Et si vous faites le produit des fake news multipliés par la peur, vous avez non seulement évidemment quelque chose qui explique qu'il soit de plus en plus difficile de tenir des propos nuancés, peu importe qu'ils soient justes. La vérité, malheureusement, je vais y venir, n'est pas valorisée dans nos sociétés. Mais c'est un cocktail, c'est un produit, la peur multipliée par les fake news, qui vraiment peut détruire notre civilisation. Et donc, je pense qu'il faut qu'on combatte ça avec énormément d'ardeur. Alors, le terme de fake news, le terme de post-vérité, post-truth, vous le savez, c'est un terme qui est entré officiellement dans le dictionnaire en 2016, donc c'est tout à fait récent. Le mensonge est quelque chose qui a toujours existé, y compris dans le débat public. Les fake news, c'est quelque chose qui a toujours existé, y compris dans le débat public. Il a toujours été difficile de dire la vérité. Un de mes maîtres intellectuels, qui s'appelait Raymond Aron, avait dit à la fin de sa vie, mon dernier co-auteur de l'année, Luc Ferry pour ne pas le nommer, il lui avait dit « Toute ma vie, j'ai essayé de dire la vérité. Le bilan, c'est que cela ne m'a jamais rien apporté de bon. » Je pense que c'était quelque chose d'extrêmement profond et je comprends parfaitement ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il faut quand même rechercher la vérité, mais il faut la dire, mais il ne faut pas en chercher un bénéfice immédiat, sinon on risque d'être déçu. Donc le phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris récemment une acuité particulière, beaucoup plus forte en réalité que ce que l'on connaissait dans les années 70 ou dans les années 80. Et pour deux raisons, je crois. La première raison, vous la connaissez tous, c'est bien évidemment le fait que les réseaux sociaux ont généré une culture de l'instantanéité et une culture de la non-vérification qui met à mal ou est entretenu par beaucoup de biais cognitifs. Je renvoie au livre absolument extraordinaire de mon ami Gérald Bronner, notamment son dernier ouvrage qui s'appelle « Déchéance de rationalité », qu'il faut vraiment lire parce qu'il explique parfaitement les raisons pour lesquelles ces biais cognitifs, au fond, sont entretenus par les réseaux sociaux. Non pas que les réseaux sociaux soient mauvais en soi, on peut faire un excellent usage des réseaux sociaux, mais il faut essayer de contrôler les biais cognitifs que l'on a en tête. Alors un biais cognitif, vous savez, c'est quelque chose dans votre cerveau, un mode de mécanisme du cerveau qui vous empêche de raisonner correctement. Je vous donne un exemple très concret. Un biais cognitif courant, c'est de croire ce que l'on craint. Voilà. Quand vous avez peur de quelque chose, vous pensez que cette chose-là est vraie.
peu importe que ce soit faux, si vous le craignez, vous allez démultiplier la probabilité. Vous savez, c'est le phénomène des gens qui ont peur en avion. Tu as peur en avion, pourquoi tu as peur en avion? Parce qu'un avion peut s'écraser. La probabilité, elle existe, elle est de l'ordre de 1 sur 6 millions ou 7 millions. Donc, vraiment, vous allez mourir d'autre chose, c'est certain. Mais à partir du moment où on le craint, on a tendance à y croire et notre cerveau va considérer que cette probabilité n'est pas de 1 sur 4 millions ou de 1 sur 6 millions, mais de 10%. Vous voyez, ça, c'est typiquement un biais cognitif. Un autre biais cognitif, et là, je m'adresse aux jeunes sur lequel j'attire votre attention, c'est très important, c'est le fait que toutes les études montrent que sur les réseaux sociaux, nous valorisons le contenu et pas le contenant. Ce que cela signifie très concrètement, c'est que nous avons tendance à croire à des informations si nous sommes d'accord avec ces informations, peu importe la personne qui les a proférées, ce qui est quelque chose d'extrêmement grave, parce que, évidemment, vous avez des personnes plus ou moins compétentes. Et ça, c'est la deuxième raison, au fond, en plus des réseaux sociaux, qui explique qu'on ait une prolifération de fake news aujourd'hui, l'égalitarisme ambiant. Cette idée incroyablement démagogique contre laquelle je me bats et vous devez vous battre, cette idée selon laquelle tout se vaut et cette idée selon laquelle tous les avis se valent. Tout le monde est touché par ça. Le grand débat au niveau public, les brainstorming en entreprise. Brainstorming dans les entreprises, vous savez, avec 2 règles en général qui sont édictées au début du brainstorming. Première règle, toutes les idées se valent et sont bonnes. Deuxième règle, dites tout ce qui vous passe par la tête. 2 conseils que je vous conseille de ne jamais respecter, parce que dire tout ce qui passe par la tête, non, l'intelligence est censée faire filtre. Et toutes les idées se valent, non. Il y a des idées bonnes, il y a des idées mauvaises, il y a des idées vraies, il y a des idées fausses. Mais il y a des idées vraies. La vérité, ça existe. Le mensonge, ça existe. Tout ne se vaut pas. Il y a des gens plus compétents que d'autres. Et à considérer ce qui est le problème du débat public aujourd'hui, qu'on doit en permanence mettre une personne pour face à une personne contre, on ne rend pas service à la société parce que, je vous le dis comme je le pense, mais quand on met un pro-vaccin face à un anti-vaccin, je pense extrêmement malsain de considérer que leurs avis se valent. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive, qu'on se remobilise pour arriver à lutter contre ça, parce que, là encore, je vous le disais il y a quelques instants, ce phénomène des fake news, il a toujours existé, mais ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est que la vérité n'est plus une valeur, au fond. Et vous avez un certain nombre de gens qui mentent, mais qui n'ont même plus l'impression de mentir, y compris dans le débat politique. Vous avez des gens, au fond, qui considèrent que tout se vaut, que toutes les idées se valent, et que proférer un mensonge n'a pas moins de valeur, ça n'est pas moins valable que dire quelque chose de vrai. Ça, c'est tout simplement mortel pour la démocratie. Vous comprenez pourquoi? C'est que s'il n'y a plus de vérité, s'il n'y a plus de choses vraies, de choses fausses, il n'y a plus de débat public. S'il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de démocratie. S'il n'y a plus de démocratie, c'est notre civilisation qui s'effondre, ce en quoi nous comprenons pourquoi il est difficile de tenir un jugement nuancé. Deuxième grande difficulté de nos sociétés sont très largement dominées par la peur. Comme le dit une autre de mes co-auteurs récentes, Juliette Funès, on a peur de tout. On a peur de ce qu'on mange, on a peur de ce qu'on respire, on a peur des Chinois, de Donald Trump, on a peur des populismes et on a des peurs intransitives. On a peur de la grippe et on a peur du vaccin contre la grippe, qui sont 2 peurs absolument intransitives entre elles. Vous devez choisir. Et d'ailleurs, je conseille au passage d'avoir plutôt peur de la grippe. Et donc, comprenez bien que cette peur, là encore, n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'elle est devenue une qualité. Alors c'est quelque chose qui remonte à quelques années et qui a été développé par un très grand philosophe, par ailleurs, qui s'appelait Hans Jonas, un très grand philosophe allemand, qui en 1979 a publié un livre très important qui s'appelle Le principe responsabilité, qui est un très grand livre de philosophie, dans lequel il explique que la peur est une heuristique. Ça signifie que la peur n'est pas un sentiment comme les autres, selon lui. Selon lui, la peur est un outil qui nous protège. Et donc, il faut avoir peur. Il faut avoir peur parce que c'est la peur qui va nous protéger. Je pense que c'est une impasse philosophique totale, puisque la peur ne nous protège pas.
elle nous paralyse. Et là, il faut revenir aux philosophes antiques. Ce qui nous protège, c'est la prudence. Ce qui nous protège, c'est la tempérance. Mais ça n'est pas la peur. On a parfaitement le droit d'avoir peur. Il m'arrive moi-même d'avoir peur dans certaines situations, bien évidemment. Ce n'est pas la peur qui est mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est l'acceptation de la peur. Ce qui est mauvais, c'est le fait que nous avons déculpabilisé la peur. Quand j'étais petit, mes parents me disaient « Si tu es dans une pièce noire, n'aie pas peur. Si tu vois une araignée, n'aie pas peur. » Aujourd'hui, la société vous dit « Si tu vois une araignée, aie peur parce qu'elle peut te piquer. C'est très dangereux. Et donc, éloigne-toi. » D'où l'immense succès, et là vous voyez que nous sommes au cœur de notre sujet, l'immense succès de tous les livres dits de collapsologie, qui vous expliquent que c'est foutu, que le monde s'effondre, qu'il n'y a plus rien à faire, notamment dans le domaine du réchauffement climatique, et que de toute façon, notre civilisation, alors là c'est même pire que notre civilisation, que notre planète court à sa perte. Je suis en total désaccord avec ça. Je pense que le problème du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, est un problème extrêmement grave, et je pense que nous disposons de beaucoup de ressources pour le régler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, là aussi, on est en plein dans notre sujet. J'entends de plus en plus de gens me dire « Ah, mais il faut pas faire d'enfants parce que on est déjà trop nombreux, alors il faut qu'on soit moins nombreux. » Mais c'est absurde. Faites des enfants qui seront bien formés, qui iront dans de bons établissements scolaires et qui vont aider à résoudre le problème du réchauffement climatique. Ça me paraît beaucoup plus utile que de ne pas faire d'enfants. Et pire que ça, et ce sera ma conclusion, et là je m'adresse aux parents, parce que je ne suis pas content. Parce que j'entends parfois des parents me dire « Ah mais c'est horrible, quel monde on leur laisse ?» Vous leur laissez un monde en bien meilleur état que le monde dans lequel vous êtes nés. Voilà la vérité. Ça a été là encore très bien documenté par un certain nombre d'auteurs, Steven Pinker, Johan Norberg, il y en a beaucoup, vous pouvez vous y référer. Dans le domaine économique, on vit dans un monde dans lequel la pauvreté n'a jamais été aussi faible. Contrairement à ce qu'on vous raconte partout, les inégalités n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui. Les libertés n'ont jamais été aussi étendues qu'aujourd'hui. Il y a des guerres, bien évidemment. Pierre Servan est l'un des plus grands spécialistes de ce sujet. Mais quand vous regardez le nombre de morts liés à des conflits armés, il y en a beaucoup moins que ce n'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Nous avons des problèmes, bien évidemment. J'évoquais la question du dérèglement climatique. Mais la question du dérèglement climatique, il ne s'agit pas d'en avoir peur, hein. Il s'agit de le régler. Complètement différent. Et pour le régler, ce n'est pas la peur hein, qui est bonne conseillère. Ce qui sera bonne conseillère, c'est la créativité, l'intelligence, l'innovation dans les entreprises et de bonnes régulations, de bonnes politiques publiques du juste milieu, qui soient efficaces, mais qui en même temps soient acceptées par les gens. Parce que si elles sont rejetées pour les gens, ça ne sert à rien. Ce n'est pas de l'optimisme. Il ne faut pas être optimiste pour essayer de développer, de penser, de mettre en application une politique du juste milieu. Je déteste, moi, qu'on me classe dans les optimistes. Je suis ni optimiste, ni pessimiste. Vous connaissez le mot de Bernanos, hein. Un optimiste est un imbécile heureux, un pessimiste est un imbécile malheureux. Donc ce sont deux catégories qui sont à éviter absolument. Ce qui doit nous animer, c'est la lucidité. La lucidité, la vérité et la lucidité, c'est ça ce qui va nous aider ces prochaines années. Voilà.